Le développement de la vie sur Terre a pris des milliards d'années pour aboutir aux hominidés, il y a environ 6 à 7 millions d'années, et à Homo sapiens, il y a environ 200 000 à 300 000 ans. L'homme se trouve dans l'embarras, car la nature l'a doté essentiellement de 3 cerveaux qui, malgré de grandes différences de structure, doivent fonctionner ensemble et communiquer entre eux. Le plus ancien de ces cerveaux est simplement reptilien. Le deuxième, limbique, a été hérité des mammifères inférieurs. Le troisième, néocortex, est un développement mammalien plus tardif qui, dans son aboutissement ultime chez les primates, a fait de l'homme un être singulier. Le cerveau reptilien est la partie la plus ancienne du cerveau, son noyau ou châssis, correspondant sommairement aux structures de base du cerveau du reptile. Il contient les dispositifs essentiels aux régulations internes viscérales et glandulaires, aux activités primitives basées sur les instincts et les réflexes, ainsi que les centres d'éveil de la vigilance ou d'endormissement. Nous pouvons le désigner comme le niveau global de l'intelligence sensorimotrice rudimentaire, et des besoins instinctifs ou des pulsions. Le système limbique joue un rôle central dans les émotions et les motivations. Il est étroitement relié au cerveau reptilien par des connexions neuronales bidirectionnelles. Cette interconnexion permet au système limbique d'influencer les fonctions corporelles et viscérales, comme la digestion, la respiration ou la fréquence cardiaque, et, inversement, au cerveau reptilien de générer des émotions en réponse aux signaux physiologiques. Le système limbique module et interprète les informations issues du cerveau reptilien, les transformant en émotions et en sentiments. Ces émotions influencent ensuite les comportements en servant de moteur des actions humaines, par exemple, la peur incite à fuir, la faim à chercher de la nourriture, et l'attachement à rechercher du lien social. La croissance explosive du néocortex, lors d'une phase ultérieure de l'évolution, est l'un des événements les plus remarquables de l'histoire de la vie sur Terre. Cette expansion est probablement liée à l'émergence de la pensée abstraite, du langage et de la conscience réflexive. Le néocortex agit comme un immense écran neuronal où émergent les représentations symboliques du langage, de la logique et des mathématiques. Il est également le siège du raisonnement complexe, de l'imagination et de la planification. Le néocortex est intimement relié au système limbique par des connexions bidirectionnelles, lui permettant à la fois de moduler les émotions et d'être influencé par elles. Grâce à cette interaction, les émotions peuvent être régulées par des processus cognitifs, comme la réflexion ou la maîtrise de soi, tandis que les expériences affectives influencent la perception, la prise de décision et la mémoire. Ainsi, le néocortex ne fonctionne pas en vase clos, il traite l'information selon la manière caractéristique de l'esprit autoréflexif, tout en intégrant les dimensions émotionnelles issues du système limbique et les impulsions instinctives du cerveau reptilien. Chacun des cerveaux est un hôlon relativement autonome. Et, parce que chacun est un hôlon, nous ne pouvons pas dire qu'une fonction spécifique est située simplement chez l'un d'entre eux. Tous agissent et interagissent de façon mutuelle avec les influences supérieures et inférieures. Pour autant que l'on puisse en juger, le cerveau humain est resté pratiquement inchangé au cours des 50 000 dernières années. Pourtant, au cours de cette période de 50 000 ans, le même cerveau triunique a produit une gamme extraordinaire de réalisations et de désastres culturels. L'une des fonctions fondamentales du cerveau est de se représenter les choses, c'est-à-dire de créer des modèles internes du monde extérieur et l'expérience acquise. Une image est une construction mentale qui représente une chose par ressemblance, l'image d'un chien ressemble au chien réel. Un symbole représente une chose par correspondance, pas par ressemblance. Le mot Fido représente mon chien, mais le mot lui-même ne ressemble pas du tout à mon chien, une tâche cognitive plus difficile. Et un concept représente toute une classe de ressemblance. Le mot chien représente la classe de tous les chiens, une tâche cognitive encore plus compliquée. Les règles conduisent un pas plus loin et opèrent sur des classes concrètes. Lorsqu'un renard repère un lapin, le renard porte dans son esprit une image ou une proto-image du lapin. Les chimpanzés sont capables de former des symboles ou au moins des paléosymboles, et on peut, en effet, leur apprendre à reconnaître et à utiliser un langage simple. Pour autant que nous puissions le dire, seuls les humains créent et utilisent consciemment des concepts pleinement formés ou universels. Un paléomammifère peut ressentir de la rage, mais seuls les humains élaborent cela en concepts de colère puis de haine.
Les concepts transcendent et incluent des symboles, qui transcendent et incluent des images, qui transcendent et incluent des impulsions, etc. À ce stade de l'évolution, la pensée symbolique semble donc n'apparaître que dans les êtres dotés d'un néocortex complexe. Ainsi, un être vivant qui ne serait pas doté d'un néocortex complexe, comme une plante, un lézard ou un cheval, ne posséderait probablement pas la capacité de produire une pensée symbolique. De même, les animaux dépourvus de système limbique n'éprouveraient probablement pas d'émotions différenciées. Tout ce qui précède dans l'évolution fait partie de nous, sous diverses formes et à différents degrés, car cela constitue une dimension de notre être. Je peux donc connaître le monde extérieur non seulement parce que je le perçois à travers mes sens, mais aussi parce que tout ce qui existe dans le monde a des racines en moi, dans les structures évolutives qui se sont développées au fil du temps. Le monde extérieur, bien qu'apparaissant distinct de moi, est une extension de ma propre histoire évolutive. Ainsi, en me connaissant à travers les différents niveaux de conscience que j'ai traversés du physique au biologique, puis au psychique, et peut-être au-delà, je peux aussi connaître le monde. Plus l'évolution gagne en profondeur, plus le degré de conscience s'élève et permet une compréhension plus large et plus complexe de la réalité. Chaque avancée de la conscience est aussi une ouverture à un monde nouveau, un monde qui se construit en même temps qu'il est découvert. Ce n'est pas simplement que nous découvrons des aspects cachés d'un monde préexistant, mais que la manière dont nous voyons et interagissons avec ce monde transforme celui-ci. La réalité est en constante transformation, et cette transformation est en grande partie le produit de l'évolution de notre conscience. Exemple de la transformation du monde. Avant Copernic, l'humanité voyait la Terre comme le centre de l'univers. En intégrant la vision héliocentrique, non seulement notre connaissance du cosmos a changé, mais notre rapport au monde, notre philosophie et même notre spiritualité ont été transformés. À la Renaissance et avec les Lumières, la conscience humaine a évolué vers une vision plus rationnelle et scientifique. Cela n'a pas seulement révélé des vérités préexistantes, cela a engendré un monde nouveau avec la science moderne, les démocraties et l'individualisme.